Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte qui va bientôt jouer le play-in, qui va découvrir les joies du play-in et le stress à 4 heures du matin. Comment vas-tu, Constant? Ah, ça va. Là, je suis en train d'économiser des ongles pour pouvoir les ronger lors du play-in. Très heureux de vous retrouver pour parler d'une petite série entre Californiens. Moi, Ouais. l'avantage, c'est que les deux équipes n'auront pas beaucoup de trajets à faire pour les déplacements entre chaque match. C'est ça. Et puis, c'est la première fois en fait que les deux équipes se qualifient toutes les deux en play-off depuis que les Kings sont à Sacramento. Donc, c'est Belle à stat. souligner. C'est à souligner du coup. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons parler de cette série californienne, comme tu l'as dit, Constant, entre les Sacramento Kings qui sont la tête de série numéro 3 et les Warriors qui sont la dernière équipe qui se qualifie en play-off sans passer par le play-in, donc qui se qualifie directement après une saison un peu tumultueuse. Donc, on va discuter un peu de ça. On vous rejoint juste après la petite pause. Alors, Constant, cette affiche Kings Warriors. Déjà, qu'en penses-tu de cette affiche Kings Warriors par rapport au match-up qui aurait pu être qu'on aurait pu avoir du coup face aux Kings? Qu'en penses-tu? Ah, c'est une match-up que je trouve très très alléchante parce qu'on a vraiment les up and coming Kings qui sont pas allés en playoff depuis 17 ans qui arrivent en playoff avec l'avantage du terrain, avec toute une dynamique insufflée par Mike Brown, avec l'arrivée de la première saison complète du duo Sabonis-Fox, tout fonctionne très bien face aux champions en titre, une équipe qui est là en post-season quand il n'y a pas de blessure quasiment tous les ans, une équipe qui n'a pas été battue dans la conférence Ouest en playoff depuis 2014 et les Clippers en 7. Donc c'est pas forcément la meilleure match-up pour les Kings, c'est une match-up ils auraient pu effectivement avoir un adversaire avec moins d'expérience, c'est un groupe avec moins de certitude que ce que sont les Warriors. Au niveau des match-up, on va le voir tout au long du podcast, mais juste si on parle en match-up basket, c'est pas non plus la meilleure match-up que les Kings auraient pu avoir. C'est même une de celles où ils sont le plus désavantagés parce qu'il y a vraiment plein de situations où les Warriors, sur le papier, ont les armes pour répondre à ces Kings, mais malgré tout, ça va être une série où je suis très impatient de la voir parce que déjà, les publics, que ce soit au Golden One Center ou au Chase Center, vont être en feu. Et voilà, Sacramento contre Golden State, la rivalité californienne, ça va être excitant. Ouais, c'est vrai que les Kings sortent d'une vraiment très belle saison, une très très belle saison régulière, hein, qui ont pas mal surpris. Ils sont allés chercher 48 victoires, donc c'est pas 48 victoires, c'est quand même vraiment bien. En tout cas pour cette équipe-là, ils ont explosé totalement leur over/under. Alors oui, on sait qu'ils ont été particulièrement épargnés par les problèmes de santé, mais il faut pas leur enlever du crédit par rapport à la durabilité que eux ont pu avoir, parce qu'il fallait quand même aller chercher les victoires qu'ils sont allés chercher. C'est l'une des meilleures équipes de l'Ouest, en tout cas à l'extérieur cette saison. Et comme tu dis, ils ont l'ambiance du Golden One Center qui est, je pense, hein, qui a été cette saison l'un des endroits où c'était le plus difficile de jouer concrètement, et que ils ont eu vraiment un véritable apport du public cette année. Alors les Kings, c'est vrai que malheureusement, ils arrivent dans cette série et ils semblent ne pas avoir du coup le meilleur joueur sur le terrain. Donc du coup, on va commencer par cet aspect-là. Si on fait le ranking, enfin, du moins si on classe les meilleurs joueurs de la série, pour toi, ce serait quoi? Ce serait qui? En 1, il n'y a pas de débat, ce serait Stephen Curry, c'est le meilleur joueur de la série. Clairement. En 2, pour moi, c'est Domantas Sabonis, le meilleur joueur. Et en 3e, je mettrais De'Aaron Fox. Mm. Il y a difficilement débat là-dessus. Je pense que Curry est en 1 de manière indiscutable. Et De très après le loin. duo de très très loin. Et après le duo Sabonis et Fox, je vois pas qui du côté de Golden State peut prétendre être un meilleur joueur que Domantas Sabonis ou que De'Aaron Fox. Klay Thompson non, Andrew Wiggins non, Draymond Green non plus, donc Jordan Poole non plus. Donc pour moi, oui, c'est évident que le meilleur joueur est du côté de Golden State. Par contre, le meilleur duo, pour moi, est du côté de Sacramento. Ah, ben tu vois, par exemple, moi j'aurais plutôt dit que le meilleur duo, ce serait vraiment Stephen Curry et Draymond Green dans le contexte des Warriors. C'est-à-dire que Draymond Green, de façon isolée et dans un autre contexte qui serait le contexte de la saison régulière, je pense que je le mets loin derrière. Mais je trouve que, par exemple, si on regarde le top 4 de la série, je trouve que le duo, quand on prend l'historique qu'il y a avec ces deux joueurs,
la polyvalence qu'il y a avec ces deux joueurs et le fait que l'un et l'autre se complètent, hein, que la force défensive notamment de Draymond Green complète aussi le cerveau offensif et la machine offensive qui est Steph Curry. Je donnerais un petit peu plus de valeur à leur duo, même si je suis d'accord avec toi. Si on prend les trois joueurs de la série de façon très sec, ce sont en tout cas ceux qui réalisent la meilleure saison des trois. On a Steph Curry de très loin, encore une fois, dont vous avez parlé lors du dernier podcast en date, enfin le dernier, la croûte, la croûte du 4 quarts, du coup, où il était en first team pour la plupart d'entre vous, et De'Aaron Fox et Sabonis qui étaient aussi parfois dans les All-NBA, mais qui étaient vraiment un cran en dessous. Ouais. C'est ça la problématique avec ces Warriors, c'est il y a tellement d'expérience que tu peux difficilement parier contre eux. Tu vois, Draymond et Steph, effectivement, ils ont tellement un passif que c'est difficile de dire que, enfin, les deux se connaissent par cœur, comme tu l'as dit, ils se complètent très bien. Il y a vraiment ce côté, ils ont déjà vécu ces moments-là qui peut effectivement leur donner l'avantage sur Sabonis et sur Fox. Clairement. Surtout que, on va s'attarder un petit peu plus sur la notion de match-up, mais c'est vrai que par exemple, les Kings, si disons dans ton équation, si t'es Mike Brown dans ton équation, tu te dis sur le poste de De'Aaron Fox, généralement j'ai un avantage. Donc du coup, c'est un avantage qui permet aussi de pouvoir faire en sorte que sur d'autres postes, il y ait plus de lacunes. Sauf que aujourd'hui, le poste sur lequel tu avais un avantage généralement quand tu démarrais avec De'Aaron Fox, ce poste-là, ça devient un gros désavantage parce que De'Aaron Fox ne va pas tenir la comparaison avec Steph Curry. Donc c'est vrai que là, ça va d'un point de vue match-up et d'un point de vue déficit à compenser. Ça peut être du coup le premier point à voir, même si je pense pas que les deux joueurs se défendront l'un et l'autre. Hein. Je pense que d'un point de vue match-up, ce sont des joueurs qu'on va pas voir souvent l'un contre l'autre, à part peut-être dans le money time s'il y a des obligations au niveau de certains line-up ou s'il y a des problèmes de faute. Mais c'est vrai que sur ce premier match-up là, on peut dire qu'il y a un gros avantage au niveau des Warriors. Oui, et puis même sur la deuxième match-up, grosse match-up, à savoir Draymond Green qui va défendre sur Domantas Sabonis. Oui. C'est-à-dire que vraiment les deux axes, les deux points forts, les deux points d'ancrage des Kings que sont De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, ils se retrouvent soit avec un joueur meilleur à la main avec Steph Curry, soit face à l'un des défenseurs les plus intelligents et toujours l'un des meilleurs défenseurs de NBA avec Draymond Green. C'est vraiment la problématique qu'il y a pour ces Kings, c'est que leurs points forts sont systématiquement contrés par des points forts des Warriors défensivement. Moi, il y a un point qui m'inquiète pour ces Kings, c'est notamment défensivement, parce qu'on sait que la défense des Kings a toujours été difficile cette saison, mais comme leur attaque était all-time, elle était un peu, et même leur efficiency field goal, ils sont terminés troisième, puisque finalement Denver leur est passé devant le dernier soir de la régulière. Moi, j'ai trouvé une stat, c'est que Sacramento, sur demi-terrain, parce qu'on sait que ça va quand même pas mal jouer demi-terrain, surtout avec Golden State et le poids de l'expérience, Sacramento est la 28e défense sur demi-terrain cette saison. Golden State est la 6e meilleure attaque. Oui. Donc là, pour le coup, sur demi-terrain, si on arrive sur du jeu placé, j'ai du mal à voir comment ces Kings vont pouvoir réussir à défendre. Et j'ai peur que dès le début de la série, les Kings se retrouvent sur une problématique de notre défense ne peut pas tenir ces Warriors, parce que les Warriors, on l'a pas dit, mais c'est évident, ils ont quand même une puissance de feu offensive qui est peut-être pas supérieure à ces Kings, mais en tout cas, ils sont capables de leur répondre offensivement tout en étant meilleurs défensivement. Donc c'est déjà, pour moi, dès le début de la série, on va se retrouver dans une confrontation, dans une problématique où ces Kings vont se dire, défensivement, on n'arrive pas à limiter ces Warriors, et j'ai peur qu'ils se lancent dans un match où ils se sentent obligés d'outscorer l'adversaire. Et en play-off, face à ces Warriors, ça risque de pas tenir. C'est vrai que ça peut ressembler un peu, c'est marrant quand tu parles de Denver qui les a dépassés, puisque globalement, on peut se dire que la proposition que fait ces Kings cette année, c'est un peu ce qu'a essayé de faire Denver cette année, mais un peu moins bien du coup, où on a une attaque qui est élite avec du côté de Denver une défense qui est moyenne voire moyenne plus, là où les Kings ont une attaque élite et une défense qui est on va dire mauvaise moins. C'est-à-dire que si on enlève les équipes hors tanking, enfin comme tu l'as bien dit, enfin les Spurs, voilà quoi, les équipes qui
comptaient pas vraiment, enfin du moins qui jouaient pas vraiment cette saison, les Kings sont vraiment en dessous. Et c'est vrai que il y a aussi des similitudes dans le jeu, notamment tu vois au niveau des dribble and off, la façon dont le jeu de demi-terrain de Sacramento est déployé avec énormément de dribble and off, avec Sabonis, avec Huerter, qui encore une fois Sabonis qui est la pierre angulaire, qui est défendu comme tu l'as dit par Draymond Green. Et c'est vrai que globalement quand tu as un joueur comme Domantas Sabonis, si on te dit c'est qui le meilleur joueur pour le défendre, tu auras soit probablement Draymond Green, soit quelqu'un comme Bam Adebayo. Donc c'est vraiment un peu le côté qui va rencontrer sa némésis, et ça peut poser des problèmes, comme tu l'as dit, ça a posé des problèmes déjà d'un point de vue défensif, parce que le personnel des Kings est essentiellement porté sur l'attaque, notamment quand tu prends l'axe 1-5 et quand tu prends les joueurs qui sont autour, voilà, t'as des défenseurs moyens, mais t'as personne d'élite en défense. Et on sait que, par exemple, l'attaque des Warriors, c'est une attaque où, si tu veux pouvoir la contrer, il va falloir que tu aies des playmakers défensifs. Puisque, de toute façon, la défense des Warriors trouvera les brèches. C'est à quel point tes joueurs sont capables de compenser ces brèches, ou du moins de contrer ou de réaliser les interceptions, puisque les Warriors perdent beaucoup de ballons, pour pouvoir t'empêcher en fait de prendre les paniers. Donc c'est vrai qu'il y a pour l'attaque, je pense que c'est une équipe qui va quand même bien embêter les Warriors, puisque je pense que avec une équipe comme les Kings, du côté de ce côté du terrain en tout cas, t'as les Warriors. Je pense que la défense des Warriors va être un petit peu mise à mal sur tout ce qui est jeu sans ballon, puisqu'on sait que voilà, ils ont Draymond Green en pierre angulaire, mais autour, les joueurs sur le périmètre ne sont pas forcément rassurants défensivement, enfin, surtout sur la défense off-ball. Et les Kings, c'est une équipe qui est très forte sur tout ce qui est cut. C'est une équipe qui est aussi très forte sur tout ce qui est off-screen avec, encore une fois, Huerter, Monk et tout ça, où il y a vraiment beaucoup de mouvements et il y a beaucoup de deuxièmes actions avec des leurres. Donc je pense que ils sont capables de mettre à mal la défense des Warriors, mais encore une fois, est-ce que ce qu'ils vont devoir subir de l'autre côté du terrain va compenser la force, va compenser les faiblesses qu'ils ont de l'autre côté, quoi. Ça, c'est ce que j'avais pris dans mes notes, c'est que pour moi ça va être une série qui va jouer à la capacité de réaction de tes défenseurs, parce que c'est globalement deux équipes qui jouent très vite. Les Kings sont l'une des équipes qui prennent le plus de catch and shoot, qui prennent très peu de pull-up. Ça va être vraiment sur des décalages, comment tes défenseurs vont pouvoir réagir. Du côté des Warriors, effectivement, tu as Draymond Green. Alors tu n'as pas Klay Thompson, tu n'as pas tu n'as peut-être plus le playmaking défensif, ou en tout cas le QI défensif off-screen de Klay Thompson, des grandes années de Klay Thompson. Steph Curry, je trouve que c'est un défenseur sous-estimé, mais plus on-ball, off-ball, j'ai plus de doutes sur la capacité de Steph Curry à être vraiment un défenseur intelligent off-ball. Et oui, pour moi, ça va être une série, mais des deux côtés, parce que les Warriors sont capables de créer des décalages très très vite. Oui. Ça va être vraiment une série qui va pas forcément jouer très vite, mais en tout cas qui va se jouer avec du rythme. Je trouve que la nuance est différente, et vraiment ça va se jouer sur la capacité de tes défenses à réagir très vite à des décalages, à des situations qui sont proposées. Ça va être très difficile de scouter entre guillemets ces équipes, et ça va plus être de la réaction pour moi défensivement sur cette série que de l'action. Oui, assez d'accord avec ça. C'est vrai que un autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais tu vois, sur la notion de shot making, les Kings cette année ont réalisé une excellente saison en termes de shot making, alors que ce soit à 3 points, puisqu'ils ont plusieurs joueurs qui sont au-dessus de la moyenne en termes de pourcentage à 3 points et qui en prennent pas mal. On peut noter Keegan Murray, on peut noter Malik Monk, on peut aussi noter notre ami Kevin Huerter, qu'on a déjà cité beaucoup, Kevin Huerter, mine de rien. Et t'as aussi des Aaron Fox sur tout le jeu à mi-distance, et notamment dans le clutch qui donne une certaine assise. Donc je trouve qu'ils auront quand même des possibilités de scoring, mais malgré tout ce feu offensif, c'est une équipe qui va partir, en tout cas face aux Warriors, avec 9 points de retard en moyenne sur la ligne à 3 points. Et c'est vrai que ça, il va falloir trouver un moyen de compenser ça, puisque les Warriors prennent un peu plus de 3 points qu'eux. Ils sont aussi plus adroits. Donc, les endroits où ils vont pouvoir compenser ça, un peu comme tu l'as sous-entendu tout à l'heure, ça va être essentiellement sur le jeu de transition, avec des catch and shoot
d'esprit et aussi pouvoir profiter du côté careless en fait des pertes de balles. Parfois t'as des pertes de balles du côté des Warriors qui sont infligées par eux-mêmes, quoi. C'est pas même pas provoqué par la défense, c'est vraiment et puis les Warriors, enfin cette saison, c'est la pire équipe, enfin c'est l'équipe qui a perdu le plus de ballons devant Houston, quoi. Ouais. Donc c'est pour et Houston en perd un camion des ballons. Donc du coup, il y a peut-être quelque chose à aller chercher notamment sur les live ball turnover puisque les Kings aussi sont l'une des équipes qui cette saison ont joué le plus grand pourcentage de leurs actions offensives sur de la transition. Qui ont joué un des plus gros pourcentages de temps de jeu de la ligue sur de la transition. Donc là, ça peut faire partie en fait des petits fruits à aller chercher par Mike Brown. D'ailleurs, Mike Brown qui connaît très bien cette équipe des Warriors puisqu'il y est resté longtemps. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut potentiellement faire dans cette série en termes de coaching? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut prévoir en termes de match-up pour Steph Curry déjà? Bah justement, c'était l'une des questions que je m'étais posée parce que j'ai du mal à voir qui est-ce que tu peux mettre sur Steph Curry puisque tu n'as pas vraiment comme tu l'as dit, tu n'as pas vraiment de spécialiste défensif du côté de Sacramento. Le seul vrai spécialiste défensif, c'est Davion Mitchell. Ouais. Mais Davion Mitchell qui est en sortie de banc. Donc est-ce que tu donnes des minutes, plus de minutes à Davion Mitchell pour défendre sur Steph Curry? Dans ce cas-là, tu perds en puissance de feu offensivement et t'es obligé de mettre un starter sur le banc. Alors, est-ce que c'est Kevin Huerter? Est-ce que c'est Keegan Murray? Je ne sais pas. Il y a une réelle problématique, c'est que, effectivement, si t'es Mike Brown, comment tu peux défendre Steph Curry? Tu vas pas mettre De'Aaron Fox dessus. Ou alors, faut que De'Aaron Fox soit vraiment extrêmement concentré défensivement et même faut qu'il ait franchi un step globalement défensivement en l'espace d'une semaine. Donc oui, la réelle problématique, c'est comment défendre, en fait, plus globalement, comment défendre le point of attack si t'es les Kings. Parce que ce soit Steph Curry, que ce soit Jordan Poole, que ce soit DiVincenzo, tu n'as pas de spécialiste défensif. Et encore une fois, je pense que cette défense des Kings va être mise à mal, déjà d'un point de vue collectif, mais même d'un point de vue individuel, sur de l'isolation, par exemple. Bah, tu peux te retrouver avec un Steph Curry qui peut faire de l'isolation sur du Domantas Sabonis. Je trouve qu'Harrison Barnes est un bon défenseur ou un défenseur correct sur les ailes. Donc vis-à-vis d'Andrew Wiggins, ouais, je suis plutôt rassuré, même si Andrew Wiggins va pas être la principale menace. Effectivement, pour défendre sur Klay, Steph et même Jordan Poole par extension, ça va être du Davion Mitchell et le reste, ça va être très difficile. Donc Mike Brown, finalement, dans ses opportunités défensives, je le trouve assez limité parce qu'il a pas le personnel. C'est vrai que on sait que contre les Warriors, jouer le drop, ça va être un peu suicidaire. Ouais. Je pense que là, tu vas être obligé d'être au moins up to touch. Tu vas être obligé, même si tu fais pas un edge hyper agressif, mais tu vas devoir être obligé de couper un peu le jeu en pénétration et aussi couper les espaces à Steph Curry, à voir qui va pouvoir se défendre sur lui. Je pense que ce sera Huerter dans un premier temps, puisque Curry bouge beaucoup. Et même si je trouve que même si c'est une vraie menace on ball, je trouve que ce qu'il arrive à faire off ball est encore plus dangereux. Il donne plus d'opportunités à cette attaque des Warriors de bien fonctionner. Donc je pense que ce sera Huerter qui va s'y coller. Mais après à voir du coup comment Mike Brown arrive à s'adapter dans la série et aussi qu'est-ce que Steve Kerr peut lui aussi proposer contre cette équipe des Kings qui, encore une fois, qui est une équipe qui a eu beaucoup de panache cette saison. Malheureusement, les affrontements qu'on a eu entre les deux équipes, encore une fois, les deux premiers, il y a des affrontements qui ont eu lieu assez tôt dans la saison. Les Warriors, on les a vus très longtemps sans Andrew Wiggins. Le dernier affrontement qu'il y a eu, les Kings ne jouaient pas vraiment. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment utiliser ces échantillons-là pour en dire plus entre guillemets pour la série. Donc je pense que ce sera vraiment des choses à l'ajustement, quoi. On va découvrir aussi pas mal de choses dans cette série. Peut-être qu'il y aura même des pré-ajustements qui auront lieu avant même le début du match, puisque encore une fois, les équipes se connaissent très bien, les coaching staff se connaissent très bien. Tu vois, tu as parlé de DiVincenzo tout à l'heure, mais DiVincenzo il a aussi joué à Sacramento. Donc oui, ça va être une chose. Moi, quelque chose que je voulais aussi aborder avec toi, c'est vraiment par exemple, par rapport à Sabonis. Sabonis, comme on a dit, c'est la pierre angulaire du système offensif
des Kings. Et il y a deux choses qui sont assez parfois embêtantes avec Sabonis, c'est que à la manière de Jokic, il y a personne qui joue comme lui dans l'équipe. Donc si faut se passer de ses services, va falloir trouver des solutions. Alors soit tu as une solution où le jeu devient totalement orienté sur le périmètre et ça va être essentiellement du Malik Monk qui est de l'initiation avec Huerter. Ou sinon tu vas te retrouver dans une solution où t'as pas de joueur de post-up, t'as pas de joueur de demi-terrain aux côtés des Kings avec un jeu assez stéréotypé. Et la raison pour laquelle moi j'évoque ça, c'est que Sabonis cette saison, c'est l'un des joueurs qui commet le plus de fautes de la ligue, et c'est aussi le deuxième joueur qui commet le plus de fautes offensives. Donc c'est vrai que sur un match-up, par exemple, face à Draymond Green, et encore, on a parfois l'image, moi j'ai encore l'image de comment Draymond Green défendait Nikola Jokic l'an dernier. Je me dis, Sabonis, est-ce que c'est pas du coup le moment où il va peut-être aller devoir chercher sa place dans le DH20? Oui, potentiellement. Mais de toute façon, il a la match-up, comme tu l'as dit, la match-up la plus difficile pour lui. Surtout que Draymond Green, pour provoquer des fautes offensives, il est quand même coutumier du fait. Donc, et là encore, la problématique, c'est que si tu veux un Domantas Sabonis en pleine possession de ses moyens en attaque, en défense, il faut entre guillemets le cacher. Parce que si tu ne le caches pas, Domantas Sabonis, c'est un joueur, comme tu l'as dit, plusieurs fois cette saison, il est sorti pour 6 fautes, où il se retrouve avec 5 fautes, même troisième quart ou début du quatrième quart, il se retrouve souvent à 5 fautes. Et sur des écrans en mouvement, des fois, sur des trucs, c'est des trucs bêtes. Après aussi, c'est aussi le contre-coup de l'utiliser autant, en fait, parce qu'il est impliqué sur tellement d'actions que, forcément, il peut potentiellement commettre des fautes sur un écran en mouvement, sur un ghost screen ou quoi que ce soit. Il va mettre les mains et voilà, il prend une faute offensive bête, quoi. Oui, puis surtout que c'est presque le seul intérieur de ces Kings, en fait. Quand tu regardes la profondeur de banc, finalement, de tous les joueurs qui sont importants de la rotation, si on prend une rotation à 8, Domantas Sabonis c'est quasiment le seul à jouer comme un intérieur. Donc tu ne peux pas le remplacer, en fait. Et défensivement, si tu veux l'empêcher de faire ses fautes, t'es obligé de le cacher. Donc j'imagine que défensivement, tu le mets soit sur un Draymond, soit sur un Kevon Looney, pour éviter de lui faire provoquer ses fautes. Mais les Warriors vont, je pense, exploiter la match-up de Domantas Sabonis très vite. Et je serais pas surpris, effectivement, qu'il l'exploite en switch, parce que si Domantas Sabonis se met à dropper, on a vu ce que ça donnait quand on drop contre Steph Curry. C'est pas une bonne idée. Je pense que nos amis de Boston peuvent en témoigner. Ça va être très difficile. En fait, j'ai peur que Sabonis se retrouve très vite ciblé en attaque défensivement, mais en attaque pour les Warriors sur des mismatchs, sur des switches. Et c'est à lui de jouer comme un défenseur intelligent. Alors d'une part, il va falloir dominer la match-up offensive contre Draymond Green, ce qui est loin d'être un cadeau. Et défensivement, il va falloir qu'il soit intelligent dans ses décisions, qu'il reach pas, parce qu'on sait que les Warriors, comme tu l'as dit, perdent beaucoup de ballons, mais qu'il soit pas trop agressif sur le porteur pour essayer de provoquer une perte de balle. Va vraiment falloir que défensivement, au-delà d'avoir un volume, que ce soit au contre ou aux interceptions, je préfère le voir intelligent, quitte à être un peu plus sur la retenue, mais pour lui éviter de faire ses fautes. Ouais, je comprends totalement. On a parlé du coup de joueurs ciblés côté Kings. Parmi les joueurs qui peuvent potentiellement être ciblés côté Warriors, par exemple, moi j'ai la sensation que Jordan Poole va potentiellement jouer moins que Donte DiVincenzo. Encore une fois, Jordan Poole, c'est quelqu'un qui défensivement sur le point d'attaque est moins, on va dire ça comme ça, mais par contre sur la défense loin du ballon est catastrophique. Du coup, par rapport au jeu des Kings, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Tu penses qu'il peut avoir quel rôle, toi, Jordan Poole? Est-ce que tu penses déjà qu'il peut ne pas être ciblé? Non. Si c'était Mike Brown le connaît en plus, Jordan Poole, je pense que tu dois le cibler. Moi, il y a un autre joueur des Warriors qui peut être ciblé, mais j'en parlerai peut-être après. Mais effectivement, Jordan Poole, en attaque, il faut profiter, il faut le faire défendre off-ball, il faut essayer que Jordan Poole se retrouve sur des Kevin Huerter, qui se retrouve sur des Keegan Murray, qui se retrouve sur des joueurs qui bougent, quoi. Voilà, des joueurs en mouvement. Même Malik Monk, même si Malik Monk a un peu plus balle en main, en fonction des systèmes. J'ai du mal, par exemple, à voir Jordan Poole finir les matchs du côté de Golden State. Je pense que ça n'arrivera pas. Là où DiVincenzo, en fonction des match-up, en fonction du scénario du match, je le vois peut-être un peu plus à même de terminer. Jordan Poole, je le vois un peu
en fait, dans la configuration l'an dernier, hormis le premier tour, parce que le premier tour contre Denver, ils avaient très bien su exploiter Jordan Poole, et finalement, plus les séries avançaient, moins Jordan Poole était utilisé, parce que défensivement, off-ball, c'était trop compliqué. J'ai peur que la problématique Jordan Poole défensivement se pose dès le Game 1 face à ces Kings, parce que les Kings vont faire un jeu beaucoup en rythme, et finalement, ça va être plus important sur cette série de défendre off-ball que de défendre le point of attack, j'ai l'impression. Là où, pour d'autres séries, ça va être différent. Et du coup, des joueurs off-ball des joueurs où leur défense off-ball n'est pas bonne vont très vite être sanctionnés, je pense. C'est vrai que, effectivement, comme tu l'as dit, l'an dernier, Jordan Poole, il joue beaucoup au premier tour, puisque autour de Nikola Jokic, il y a personne, en fait, qui est capable de casser la défense. Et qui est capable de l'exploiter. Là où du côté des Kings, tu as beaucoup de joueurs, en tout cas, qui sont des menaces offensives et qui peuvent être dangereux pour la viabilité des line-up avec Jordan Poole. Donc c'est vrai que lui aussi, il aura une carte à jouer, tout comme les Kuminga, Moody potentiellement s'ils sont dans la rotation, et le retour salvateur d'Andrew Wiggins. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. Bon, avant la partie pronostic, on va quand même parler du retour. Allez, on va parler peut-être des deux en duo, les retours du côté des Warriors, du coup, de Andrew Wiggins et notre ami GP2, Gary Payton 2. Qui défensivement auront des rôles importants. Comment tu vois s'articuler un peu les match-ups pour ces deux joueurs-là? Alors moi, je pense qu'Andrew Wiggins va défendre De'Aaron Fox directement. Parce que déjà, quand on regarde les confrontations directes, c'est l'un des joueurs que Aaron Wiggins a Andrew Wiggins, le côté fan du Thunder. Il est pas encore chez eux. Je confonds les Wiggins, excusez-moi. Mais je pense que Andrew Wiggins, quand on regarde les match-ups cette année, Andrew Wiggins, parmi les joueurs qu'il a le plus défendu en minutes en possession, il y a De'Aaron Fox, sachant qu'il n'a pas joué le dernier match en plus, Andrew Wiggins, donc ça aurait même pu augmenter. Je le vois vraiment comme le joueur qu'on va mettre sur De'Aaron Fox. Même dans le clutch, on sait que les Kings sont une très forte équipe d'ISO en points par possession, notamment De'Aaron Fox dans le 4e quart. Les Warriors, encore une fois, sont une bonne défense contre l'isolation, notamment Andrew Wiggins qui est très très fort pour défendre pour le coup on-ball. Et le retour de Gary Payton 2, je suis un peu plus sceptique parce qu'on l'a pas tant vu que ça du côté de Golden State. Moi, je le vois plus dans une utilisation à la Davion Mitchell, comme peut y avoir du côté des Kings, c'est que défensivement, il va t'apporter. Offensivement, ça limite quand même ta puissance de feu. Mais je serais pas surpris qu'il y ait des situations où Steve Kerr, si vraiment la défense des Warriors prenne l'eau, qui se retourne vers son banc et qui préfère mettre Gary Payton 2 plutôt que Jordan Poole, par exemple. Je serais pas surpris de voir l'un avoir un temps de jeu plus élevé que l'autre. Défensivement, Gary Payton 2, soit tu le mets en relais de Andrew Wiggins sur Fox, soit tu le mets sur un Kevin Huerter, sur un Malik Monk, dans ce genre de configuration-là. Mais défensivement, ils vont t'apporter. Andrew Wiggins va t'apporter offensivement, mais Gary Payton 2, pour moi, c'est vraiment la même problématique que Davion Mitchell du côté de Sacramento, c'est que oui, ta défense va augmenter, mais par contre, offensivement, tu perds une menace, notamment à 3 points. Ouais, c'est vrai, comme tu peux bien le dire. Du coup, on va passer au statut du coup de chaque franchise à l'entrée de CPE. C'est quelque chose c'est vrai qui nous tient à cœur, puisque ok, il y a un affrontement entre une tête de série et une autre équipe, mais au final, peut-être que au moment où les deux équipes sont dans leur projet, la tête de série basse est peut-être plus armée pour, ou du moins, si on reprend notre fameuse fenêtre de titre, l'équipe qui est en bas, disons les Warriors qui sont champions en titre, sont plus armés que les Kings. Donc, pour toi, c'est quoi le statut de chaque équipe à l'entrée de ces playoffs? Pour toi, les Kings, c'est quoi leur objectif et c'est quoi l'objectif des Warriors? L'objectif des Warriors, il est simple, c'est de faire le back-to-back. De toute façon, il n'y a pas de. Voilà, si on parle de fenêtre de titre, les Warriors sont champions en titre. Ils étaient pronostiqués comme l'un des favoris par Vegas durant l'intersaison, donc ils cumulent en fait tout. Ils ont la théorie du MVP de saison régulière qui fonctionne, donc ils ont vraiment plein d'éléments qui sont en leur faveur. Ils ont en leur défaveur, ils ont le seed 6, sachant qu'il n'y a que Houston en 95 qui est champion NBA, sachant que Houston avait procédé au trade de Clyde Drexler en cours de saison, donc ils avaient complètement modifié leur effectif. Ils vont essayer de faire déjouer cette probabilité ou d'être la deuxième équipe qui parvient à être champion en étant seed 6. Du côté de Sacramento,
le statut. Bah, ils ont pas leur fenêtre de titre puisque c'est, je compte pas l'an dernier, mais c'est la première année de leur cycle avec Mike Brown en tant que coach, avec l'association Fox Sabonis. Malgré tout, ils arrivent avec un statut d'équipe qui possède l'avantage du terrain, d'équipe troisième de sa conférence, d'équipe qui a fait une saison très solide. Ils peuvent pas les Kings dans leur esprit ne doivent pas se dire on est des underdogs, on doit absolument faire vaciller Goliath. Je pense qu'ils doivent s'ils prennent la mentalité d'underdog contre ces Warriors, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ils doivent se dire non, on a l'avantage du terrain. Les Warriors sont l'une des pires équipes en déplacement de toute la NBA. C'est une catastrophe. Sachant que leurs 2 dernières victoires en déplacement, bah, c'est à Sacramento, ils font reposer tout le monde. Et le dernier match de la régulière à Portland, voilà, ils gagnent de 56 contre Skyler Mavs et contre ne sais-je. Donc voilà, ils doivent se dire on a l'avantage du terrain, on a un public en feu. C'est notre première année de notre cycle. Non, on est en mesure de battre cette équipe de Golden State. C'est vraiment le statut où ils doivent pas, contrairement aux Warriors, ils doivent pas penser à la série d'après. Ils doivent se concentrer sur leur adversaire et se dire non, on a nos chances contre ces Warriors. Assez d'accord avec toi, hein. Encore une fois, je vais pas te paraphraser, mais c'est vrai que ces Warriors-là, malgré tout ce qui s'est passé en saison régulière, ben ils restent pour la plupart les favoris au titre, puisque au final l'effectif n'a pas tant changé que ça, même s'il y a eu quelques péripéties. Les joueurs ne sont plus les mêmes que l'an dernier. Enfin, les noms sur le maillot sont les mêmes, mais les joueurs ne sont potentiellement plus exactement les mêmes. On peut parler par exemple de Klay Thompson qui a une saison meilleure que celle de l'an dernier. Ouais. Donc à voir, même si elle a été irrégulière parfois, il a bien fini, il a été bon quand Curry n'était pas là aussi. Donc c'est vrai que lui aussi, faudra voir ce qu'il va donner pendant ces playoffs. Et un peu comme tu as dit pour ces Kings là, ils vont jouer crânement leur chance. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un effectif qui est plutôt jeune. C'est un effectif qui est assez inexpérimenté en playoff, hein, parce que si en dehors de Sabonis et comment il s'appelle, de Harrison Barnes, personne n'a beaucoup d'expérience, de playoff, en tout cas en étant un joueur majeur, n'a beaucoup d'expérience des playoffs. Donc c'est vrai que ça va être une certaine nouveauté, mais on peut parler aussi de Huerter aussi qui a fait des playoffs, qui est allé en finale de conf avec Atlanta. Ouais. Donc c'est vrai que ils peuvent jouer crânement leur chance, mais c'est vrai que sur cette série-là, même en ayant l'avantage du terrain, ils sont pas favoris. Là où c'est vrai, tu disais que les Warriors, eux, ils ont tout intérêt de boucler la série le plus vite possible, sachant que, encore une fois, comme tu l'as dit en ouverture, les déplacements sont très courts, donc c'est vrai qu'ils pourront potentiellement, entre chaque série, rentrer chez eux, hein, finalement. Ouais. Entre chaque match, ils peuvent rentrer chez eux et revenir. Là où les Kings, il y a vraiment une nécessité pour eux, l'objectif c'est de pas se faire sweeper ou de pas être ridicule, quoi. De pas être ridicule, de jouer au maximum pour passer ce tour-là. Là où les Warriors, ce serait de passer ce tour-là en gardant un peu sous la semelle et en évitant les bobos et en économisant un maximum les joueurs principaux. Ouais. Yes. Bah du coup, on arrive à la partie fatidique, où on doit donner des pronostics. Alors, Constant, pour toi, ce serait quoi le résultat pour cette série-là? Qu'est-ce que tu as pronostiqué? Qu'est-ce que tu pronostiquerais? J'ai pronostiqué 4-2 Warriors. Okay. Les Warriors qui finissent donc au Chase Center. Je mets pas 4-1 parce que j'ai du mal à voir Golden State gagner 3 fois de suite, en tout cas gagner 3 fois à l'extérieur. Ça m'étonnerait quand même assez fortement. Donc voilà, en fait, les points forts des Kings en attaque sont des points forts des Warriors en défense. Il y a l'inexpérience, ou en tout cas la différence d'expérience qui pour moi est vraiment très importante. Le seul point où je peux dire que les Kings vont avoir un avantage, c'est sur les drives, parce que les Kings sont une équipe qui drive énormément et les Warriors n'ont pas réellement de protecteur de cercle. Je pense que Kevin Looney va avoir un rôle important à ce niveau-là. Mais côté Golden State, ils ont, si ça se lance dans un match où ça score à outrance, les Warriors ont la réponse. Dans un match défensif, si les Warriors décident que le match va être très défensif, les Kings ne vont pas avoir la réponse. En fait, j'ai l'impression que peu importe ce que les Kings vont tenter, les Warriors auront toujours la réponse et même sur certains points seront capables de faire mieux que les Kings. Donc je les vois pas non plus être ridicules. Je pense qu'il y a pas mal de matchs qui vont se jouer dans les dernières minutes, mais qu'à l'expérience, les Warriors vont passer. Donc 4-2 Golden State. Bah écoute, moi je vais prédire un peu la même chose, hein. C'est exactement la même chose.
Je pense que ces Kings sont capables de prendre des matchs aux Warriors, mais je pense que les Warriors vont prendre un match à l'extérieur et je pense que ça fera la différence du coup dans la série. Donc voilà, ce sera pour moi 4-2 avec je vais pas encore une fois paraphraser tous les éléments que tu as mentionnés, même si c'est vrai que on aurait pu quelque chose qui peut aussi être intéressant pour ces Kings là, c'est l'adresse des Warriors, que peut-être que l'adresse des Warriors ne sera pas au beau fixe, puisque encore une fois, si Jordan Poole ne joue pas beaucoup, s'il est remplacé par un joueur qui plutôt a vocation défensive, ben le côté volume à 3 points et du coup le fait qu'il parte avec 9 points d'écart, ça peut être nuancé par le fait que un des joueurs qui met les 3 points côté Warriors de façon consistante, jouera peut-être moins et aura un rôle moins prépondérant. Vu que les Warriors aussi sont une équipe qui score aussi très peu dans la raquette, donc du coup qui est très on va dire qui est très susceptible du moins aux variables du shooting quoi, de l'adresse, aux variables de l'adresse. Donc voilà pour nous. On se revoit bientôt pour une autre série dont on va discuter. Et puis n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Salut.